Comment réussir vos événements? En voici une belle question extrêmement compliquée. Car vous imaginez bien qu'un événement se prépare, qu'un événement se vit à l'instant T, et ensuite le faire perdurer. Alors aujourd'hui, j'ai demandé pour ce nouvel épisode hors série à Marie Mackay et à David Bessis, qui travaillent respectivement à l'Aglo du pays de Montbéliard et chez Rubix, j'ai demandé à David et Marie de vous donner leurs meilleurs conseils, car eux aussi adorent l'événementiel. Comme je vous le disais, nous allons parler de l'avant, c'est-à-dire de la préparation. Nous allons parler du stress pendant l'événement. Et nous allons évidemment aborder le dernier chapitre qui est tout aussi complexe, à savoir faire perdurer l'événement au-delà de sa date. Vous le verrez, Marie et David sont des gens extrêmement pragmatiques et écoutez bien leurs conseils, car je tiens à vous le dire, vous en particulier qui êtes plus jeune, qui êtes peut-être en début de carrière, l'événementiel n'est pas une soirée étudiante ou un événementiel sportif ou musical que l'on organise. En effet, c'est beaucoup plus complexe et la somme de détails est gigantesque à prendre en compte. Je suis Laurent François, fondateur et dirigeant de l'agence Maverick. Je dois vous l'avouer, l'événementiel n'est pas nécessairement ma tasse de thé, même si j'en ai fait dans ma vie. Et justement, c'est pour ça que je voulais avoir la parole et les conseils, comme je le disais, de Marie et David, qui, eux, surkiffent l'événementiel, cette discipline de la communication qui semble passionner tant de gens. Très très bonne écoute en leur compagnie. Et n'oubliez pas de vous abonner au podcast et de noter 5 étoiles sur Spotify et Apple. Le décodeur de la communication, un podcast de l'agence Maverick. Chères auditrices, chers auditeurs, retour des formidables Marie Mackay, qui est responsable de la communication interne à l'Aglo du pays de Montbéliard, et du formidable David Bessis, l'homme de la communication de Rubix. Bonjour David, bonjour Marie. Bonjour Laurent, bonjour David. Salut Laurent, salut Marie. Alors les jeunes, je vous appelle les jeunes parce que aujourd'hui j'ai décidé d'appeler tout le monde les jeunes. Pour quelle raison? Parce qu'on va parler d'un sujet que les jeunes adorent, à savoir l'événementiel. Et vous aussi, rappelez-vous, lorsque nous avons terminé ce magnifique épisode sur la communication interne, qui a dépassé les 6000 écoutes. Donc je tiens à vous féliciter, c'est le meilleur score depuis la rentrée 2023. Donc je dis bravo, vous pouvez vous auto-congratuler, Marie et David. David et Marie, bravo à vous. Merci. Merci. Mon Dieu, que vous êtes sobre, c'est magnifique. Alors donc, quand on avait enregistré cet épisode sur la com interne, je vous ai posé une question. Y a-t-il un autre sujet qui vous plairait? Et vous m'avez dit l'événementiel. Et justement, l'événementiel est totalement plébiscité par nos jeunes qui veulent soit bosser dans le luxe, soit, comme je viens de le dire, dans l'événementiel. Alors aujourd'hui, la thématique est très simple. Comment réussir ces événements? La question est assez vaste, elle est assez compliquée parce que pour moi, il y a une temporalité. Comment on réussit un événement avant, c'est-à-dire comment on le prépare bien. Pendant, évidemment, c'est quand même mieux. Et après, qu'est-ce qu'on fait de cet événement qui a eu lieu, qui est très éphémère, mais comment on fait vivre la chose? Donc, je vous pose d'emblée une question et je vais commencer évidemment par Marie. Marie, comment est-ce que tu prépares tes événements puisque tu fais de la com interne et externe à l'Aglo de Montbéliard? Bref, Marie, comment prépares-tu ça, s'il te plaît? Et évidemment, après, je te passe la main, David. Alors, un préalable déjà pour chaque événement, ils sont systématiquement préparés en équipe. C'est-à-dire que je pense qu'il est illusoire de croire qu'on peut mener seul à son terme un événement de quelque taille qu'il soit et de format. C'est vraiment important de s'entourer d'une équipe de personnes qui seront à la fois motivées, compétentes et partantes sur le projet. David, est-ce que c'est exactement la même chose pour toi? C'est-à-dire, est-ce que tu es déjà arrivé en disant à ta direction de la communication ou générale, plus correctement, ça y est, j'ai une super idée d'événement, ou est-ce qu'au contraire, c'est une décision qui est collégiale? Alors ça arrive, ça m'est arrivé de proposer un format ou un type d'événement. Ensuite, la décision est forcément collégiale parce qu'un événement va, de par sa nature, impliquer beaucoup de gens dans l'entreprise, que ce soit un événement interne ou externe. Et donc, il est important
tous les gens de la direction à minima soient alignés sur le fait qu'il faut faire un événement et qu'il va falloir pour ça mobiliser un tel ou un tel. Donc c'est forcément collectif, ça c'est sûr. Un événement qui repose sur une seule personne risque d'être très compliqué à mener jusqu'à son terme, surtout pour la personne qui l'organise. Oui, à mon avis, c'est le meilleur moyen de faire une descente d'organes. Bon, pardonnez-moi pour cette blague qui n'est pas drôle. Marie, tu disais que c'était, et comme David d'ailleurs, que c'était une décision qui était collégiale, mais comment est-ce que tu prépares les événements, qu'ils soient internes ou externes d'ailleurs, hein? Comment ça se passe? Parce que je ne suis pas un spécialiste de l'événementiel, j'en ai fait dans ma vie, c'est pas franchement ma tasse de thé, je le dis à nos auditrices et auditeurs, mais c'est un travail qui est colossal. Les gens ne voient que les petits fours et puis ce qui s'est passé, mais c'est un boulot énormissime. Comment est-ce que tu prépares ça? Et bien évidemment, David, je t'inviterai à en faire de même, à nous expliquer comment tu le fais chez Rubix. Marie, je te passe la parole. Alors sur les événements, moi j'ai pour habitude, alors je sais pas si c'est une habitude très personnelle ou si d'autres personnes travaillent comme ça, mais j'ai vraiment pour habitude de faire la différence et de scinder le projet en deux grandes étapes, enfin, ou deux grandes familles. C'est-à-dire que d'un côté, il va y avoir la partie événementielle, la régie générale, la logistique, vraiment l'organisation de l'événement en tant que tel. Et d'un autre côté, tout ce qui est afférent à la communication et au plan de communication lié à l'événement. Et finalement, ça, c'est vraiment deux choses que je traite de manière complètement différente et pas du tout avec les mêmes personnes, de manière finalement à pouvoir concentrer son action sur deux. Enfin, c'est un peu dépendant du même événement. J'ai remarqué que quand certains événements sont montés, on va dire, de manière rapide, parce qu'on n'a pas forcément eu les délais pour les travailler plus en amont, l'un peut desservir l'autre, ou en tout cas, un des aspects peut être mis de côté par rapport à l'autre. Et ça, c'est vraiment la première chose, moi, que je mets en place avec les équipes, c'est vraiment de dissocier ce côté logistique et régie du côté communication. Et puis ensuite, c'est s'entourer des personnes qui viendront intégrer l'équipe en fonction de leurs compétences dans tel ou tel domaine. Et pour aller rapidement, parce qu'on va le développer plus tard, mais c'est finalement beaucoup de réunions, beaucoup d'échanges, beaucoup de préparatifs pour arriver à un moment, le moment de l'événement, on va dire le jour J, sur un temps court où tout ce qui aura pu être préparé aura été prévu. Est-ce que ça n'est pas une énorme pression, Marie? Parce qu'on se dit toujours, et c'est valable pour toi évidemment David, si tu veux répondre, avant que tu ne donnes ton point de vue pour la préparation, mais c'est une énorme pression parce que le jour J, tu n'as pas le droit de te rater, de te manquer, alors que tu peux préparer ça pendant plusieurs mois. C'est, je trouve, une pression énorme, l'événementiel. Qu'est-ce que tu en penses, Marie? Alors, c'est une pression, oui, parce qu'il y a en général beaucoup de parties prenantes et puis parce que ça se voit tout de suite. Après, moi, je nuancerai un petit peu ce que tu viens de dire parce que je dis souvent, et notamment aux personnes, des stagiaires ou des apprentis qui peuvent être avec moi sur ce type d'événement, qu'un événement, il a mal tourné quand le public a vu les problèmes. Par contre, s'il y a eu des soucis, et il y en a toujours, s'ils sont gérés en toute discrétion et avec professionnalisme, finalement, l'événement, il est quand même une réussite. Un événement sans pétouille, ça n'existe pas. Et puis, les grains de sable, etc., c'est inéluctable. Finalement, j'aurais tendance à dire qu'on joue régulièrement à MacGyver sur nos événements et que si ça ne se voit pas, c'est finalement une réussite. On reconnaît là la reine des punchlines. David, comment ça se passe les événements chez Rubix? Comment ça se prépare, s'il te plaît? Écoute, on est un peu sur la même longueur d'onde là avec Marie. Pour moi, il y a vraiment une histoire de découpage de l'événement. Un événement, c'est un projet, un gros projet, selon la taille de l'événement, et du coup, tu le découpes en sous-unités. Donc oui, il y a une unité logistique, purement logistique. Tu l'as dit tout à l'heure, là, les petits fours, tout ça, donc c'est un peu de la logistique, mais c'est encore un truc différent, puis un peu plus bordé. Il y a une partie communication avant, pendant, après l'événement. Et puis, il y a une partie contenu, on va dire. Qu'est-ce que l'événement doit délivrer comme contenu? Donc, tu essayes de découper ton événement en sous-projets, on va dire, qui vont pas faire appel, comme l'a dit Marie, aux mêmes personnes. Et ça permet aussi de répondre à ta question sur la pression. Évidemment que plus l'événement est gros, plus la pression est importante. Mais plus tu as fait ton découpage en amont, plus la pression est
est divisé et posé sur des épaules différentes et du coup chacun a beaucoup moins de pression puisqu'il est responsable que d'une partie du sujet. Il y a bien à la fin une personne qui est responsable de l'ensemble, mais au moins tout ça a été découpé, chacun sait ce qu'il a à faire avant l'événement pour arriver jusqu'au jour J et puis ensuite pendant l'événement. Donc c'est beaucoup de cadrage et de découpage de sujets pour être sûr que tu abordes tout et que tu mélanges pas les problèmes. Donc, ce qui veut dire, si j'ai bien compris, aussi bien pour toi David que toi Marie, la parcellisation des tâches, la préparation énorme en amont, avec, tiens, toi tu fais ci, toi tu fais ça, c'est ce qui permet quelque part de un petit peu moins avoir peur la veille et le jour même de l'événement, c'est bien ça ? Oui, je confirme ça, même si on reste le garant de la réussite, de la coordination de l'ensemble des acteurs, mais le fait d'avoir à l'outil comme ça les responsabilités et les tâches permet aussi, comme disait David, de faire baisser la pression sur ses propres épaules, quoi. Et après, si on revient à cette notion de peur ou de pression, c'est que mon expérience personnelle, mais en fait, tu l'as forcément la veille, forcément. Je veux dire, sinon c'est pas normal. C'est comme un peu un mec qui montrait sur scène pour un concert ou pour le théâtre. T'as forcément l'impression, c'est du trac, c'est pas forcément négatif. Et le pendant de ça, c'est que normalement, en général, enfin tous les événements que j'ai vécus, le jour J, t'as beaucoup moins de pression. Ça redescend. T'es très concentré, tout ça, mais c'est plus de la pression, c'est de l'exécution de ce que t'as minutieusement préparé. Et l'autre pendant qui est assez positif, et c'est pour ça que et Marie et moi et d'autres aimons l'événementiel, c'est que qui dit pression dit adrénaline et voilà, le jour J en fait t'es beaucoup dans l'adrénaline, peu moins dans la pression, et l'adrénaline, comme on le sait, c'est quand même un truc assez puissant et assez positif. Donc ça compense, c'est-à-dire que tu peux pas te dire je vais vivre un événement parce que c'est génial, parce qu'il y a un côté un peu ultra sympa, sans pression. Enfin, ça fait partie du package. C'est illusoire de penser que t'as tout tellement bien préparé que la veille t'as zéro stress, parce qu'en plus un événement c'est soumis à des aléas que tu peux pas maîtriser, une grève, un problème de transport, la météo, cette pression-là tu l'as au dernier moment parce qu'il y a des choses que tu ne maîtrises pas. Quelques-unes que je viens de citer. Oui, je confirme. Et puis, voilà, pour en avoir discuté avec d'autres collègues qui sont ou communicants ou pas, enfin, je crois que c'est aussi ou un état d'esprit, ou il y a des personnes qui apprécient cette adrénaline, ce trac, etc. D'autres pas du tout. C'est justement trop de pression et à gérer, c'est trop compliqué. Et oui, ça fait partie, je pense, aussi des profils de personnalité ou de compétences qu'on cultive pour pouvoir accepter sereinement ce trac et cette pression qui fait partie intégrante de l'événement. En effet, un comédien, il monte pas sur scène sans avoir le trac, sinon c'est qu'il n'est pas bon. Ouais, c'est intéressant ce point sur les profils, parce que quand je pense à mon équipe, en l'occurrence, ils ont tous des profils très différents, et certains auraient des profils où spontanément tu pourrais te dire c'est pas des gens qui seraient forcément à l'aise dans des événements, mais en fait, si le truc est bien préparé, et selon ton profil, t'arrives à te retrouver en amont dans des tâches qui vont te rassurer, si t'es quelqu'un qui a besoin d'être rassuré, et qui vont te donner un peu du sens sur toi, quel est ton rôle dans l'événement. Donc si toi, t'es un mec ultra cadré, par exemple, et on sait que les événements, c'est pas toujours ultra carré, il y a un peu d'improvisation malheureuse parce que tu peux pas tout anticiper. Pour quelqu'un d'ultra cadré, le fait d'avoir beaucoup préparé, il va se dire, OK, moi, mon rôle, c'est d'avoir beaucoup préparé. Le jour J, je sais exactement qui doit faire quoi. Et du coup, cette personne-là, malgré tout, elle peut arriver à être décisive dans un événement parce qu'il faut des gens comme ça. En fait, il faut des gens ultra rationnels, des gens ultra cartésiens, et puis il faut des gens un peu plus à l'impro, comme on peut l'être, comme tu peux l'être, Laurent. Parce que un événement, c'est quand même un truc un peu particulier. Il faut que les gens vivent une expérience un peu particulière. Et puis pour compléter, qui dit événement ne dit pas forcément d'être sur le devant de la scène. Et parfois, les personnes peuvent imaginer ça, c'est que on organise quelque chose, donc on va se faire voir, on va devoir être vu, etc. C'est pas du tout le cas. Enfin, ça peut l'être sur des salons, par exemple, ou quand on est vraiment face à face avec notre public.
Mais finalement, moi, je me rends compte sur la plupart des événements que j'organise, je me retrouve en retrait quasiment systématiquement le jour J. Et c'est très bien comme ça aussi. C'est ça qui permet aussi de garder une juste distance par rapport à l'organisation de l'événement. Ouais, c'est vrai. C'est important que les gens qui nous écoutent, là, et notamment tu parlais des jeunes, Laurent, comprennent ça. Quand tu l'as fait, ça paraît évident, mais quand tu le fais pas, c'est pas si évident. Quand tu fais un événement, encore une fois, un événement, c'est une expérience. Celui qui organise, il vit une expérience qui est totalement différente des autres. C'est-à-dire que c'est très difficile de faire un événement et de profiter de cet événement. T'en profites d'une certaine manière parce que tu te dis, bon, tout roule, les gens ont l'air contents, mais tu vis pas du tout l'événement comme les autres. C'est-à-dire que l'événement, tu le fais pour les autres et elle a raison, Marie, tu te mets en retrait ou tu te mets dans ton rôle. T'es pas là pour, goûter les petits fours éventuellement, mais pas beaucoup plus. Je pense que tu ne profites pas du tout de l'événement comme les spectateurs ou les acteurs de cet événement, parce que en tant que super chef de projet, en tant que dieu de l'événement entre guillemets, moi j'ai vécu ça, et c'est ça qui fait que je ne suis pas fan de l'événement, mais la pression, elle est énorme. Les petits fours qui sont pas arrivés, le machin qui est pas suffisamment chaud, la sécurité, le temps qui n'est finalement pas de la partie, ou comme tu le disais très justement, David, une grève ou un problème de transport. J'ai vécu ce genre de choses-là, sincèrement, j'allais péter un câble. Comment vous faites pour arriver à surpasser ce stress absolu? Je sais bien que vous avez préparé les choses, j'ai bien compris que vous faites ça en équipe, mais comment vous faites? Parce que moi, honnêtement, c'est au-delà de mes forces. David, tu veux répondre peut-être en premier lieu? Je vais essayer, je vais me risquer là sur une espèce de métaphore sportive qui est pourtant pas forcément mon fort, mais c'est comme un mec qui préparait son marathon. Ce qui lui donne de la confiance, c'est toute la préparation qu'il a faite. Donc après, évidemment, que si le mec il se pète la cheville, bon bah là, le truc s'arrête. Mais la préparation te donne un niveau de concentration. C'est-à-dire t'es solide sur tes appuis pour le marathon, t'es solide sur tes acquis. Moi, personnellement, je sais que quand il y a des gros événements, je suis hyper concentré, donc c'est très fatigant. Mais du coup, peu importe la situation, il y a tout le temps un mec qui va venir te voir. Il y a pas ci, il y a pas ça. Comment on fait ci? À quelle heure on a rendez-vous? Blablabla. En fait, je suis dans un mode où je traite des informations, je les prends et j'apporte une réponse parce qu'en général je l'ai, ou je la trouve, ou je demande à quelqu'un pour la trouver. Donc pour moi, c'est vraiment une forme d'intense concentration sur le moment qui fait que voilà, honnêtement, ça m'est arrivé d'avoir des galères à gérer, mais ça m'a jamais stressé parce que je l'ai pris comme, tu sais que ça va arriver, en fait, t'es là pour ça. C'est-à-dire, le jour d'un événement, c'est ce que je disais. Tu as la pression la veille, le jour d'un événement, normalement, tu n'as pas cette pression parce que tu sais que tout est prêt. La seule pression que tu as, c'est ce qui n'était pas préparé, il faut que tu le gères. Le reste, normalement, c'est géré. Donc, en fait, ça décharge une partie de la pression. C'est-à-dire, tout est prêt. Tu dois juste gérer l'imprévisible et il n'y a pas non plus, enfin oui, il peut y avoir un problème de grève, de ci, de là, il peut y avoir beaucoup de trucs, mais malgré tout, ces trucs-là, tu les as aussi identifiés normalement. Tu sais que si tu dois faire un truc dehors mais qu'il pleut, tu sais que t'es dans la merde. Donc normalement, tu as déjà une solution de backup, tu y as déjà pensé. Donc en fait, c'est juste ouvrir des tiroirs, fermer des tiroirs, clore un truc rapidement parce que il peut y avoir du stress. D'autres gens peuvent être stressés. Enfin, un événement, il y a de l'ampleur, il y a du bruit, et ça peut stresser les gens. Donc toi, quand tu organises ça, tu peux pas te permettre de renvoyer du stress aux gens. Ce qui fonctionne, c'est que les gens se disent, ah ouais, ok, peu importe, lui, il bougera pas. Et ça, ce que je lui ai demandé, ça l'a pas perturbé. Donc voilà, c'est peut-être pas si évident, hein, mais en fait, c'est aussi l'expérience qui aide à faire ça, hein, je pense. On est bien d'accord. Marie, tu disais tout à l'heure que finalement, les imprévus, et tu viens de le confirmer, David, à l'instant même, les imprévus, il faut les prévoir, et puis prévoir des pétoules en se disant qu'il y en aura toujours. Mais très bizarrement, j'ai l'impression que tu kiffes ça, Marie. Peut-être que je me trompe. Je sais pas si je le kiffe, mais en tout cas, je l'ai intégré. Donc, à partir du moment où tu sais que ça va être comme ça. Ce que tu disais, David, ça me fait penser, c'est de l'anecdote, hein, mais c'est à la loi de Murphy. Tout ce qui est susceptible d'aller mal, ira mal. Donc, à un moment, quand t'as intégré ça, bah, il peut arriver plein de choses. Rien n'est gravissime en soi. En termes d'anecdote, une cérémonie de vœux qu'on a organisée il y a quelques années,
quelques heures avant l'événement, on se rend compte sur les réseaux sociaux qu'il y a un appel à manifestation devant le lieu où on va faire les vœux. Donc à un moment, quand tu te rends compte de ça, oui, tu peux être un peu pris de panique en te disant qu'est-ce qui va se passer, etc. Et puis comme dit David, tu redécomposes, tu dis bon bah en fait la sécu on l'a vu, les déclarations à la préfecture on les a faites, le plan sécurité, etc. de mise en sûreté il est fait. Donc, quelque part, il y a aussi d'autres professionnels qui sont plus calés que moi sur, par exemple, la sécurité, qui sont avisés de la chose. Donc, ça permet en fait de mettre à distance, à une juste distance, les problèmes qui peuvent arriver. Ce même soir-là, 10 minutes avant de lancer la rétrospective des vœux, le rétroprojecteur a claqué. Pourquoi ça arrive à ce moment-là, 10 minutes avant qu'on s'en serve et pas la veille et pas le lendemain? Bah, on n'en sait rien, mais à un moment, pareil, bah, des solutions de repli, des solutions de secours, on en trouve systématiquement. L'important, c'est que ça ne se voit pas du public. Donc, est-ce que je kiffe? Non, pas forcément. Moi, ce que je fais, alors, c'est très personnel, hein, mais moi, le jour J, je m'arrange pour n'avoir rien à faire. En tant que chef de projet événementiel, alors c'est pas que j'ai tout délégué aux autres, mais c'est qu'à un moment, si on est disponible pour accueillir les grains de sable, on les gère bien mieux que si on a déjà soi-même une multitude de tâches à accomplir, des tops à gérer ou des lieux où être à tel ou tel moment. Et finalement, d'avoir rien à faire, entre guillemets, hein, ça permet vraiment d'accueillir plus sereinement les choses qui arrivent et qui n'étaient pas prévues. T'as raison. C'est le dernier événement que j'ai fait, c'est un peu ça. En fait, tu finis par te dire, en fait, le jour J, tout est délégué. Moi, je vais m'occuper de rien. Je vais juste m'occuper de répondre aux questions, gérer les trucs qu'on n'avait pas prévus. Ça prend du temps et de l'énergie, et justement pour être dans ce truc de concentration et de pas, voilà, t'as ton rétro qui claque, bah il faut que t'ailles voir quelqu'un, il faut que tu trouves une solution. Si t'arrives et que tu vas voir la personne et que toi-même t'es méga stressé, le gars qui doit brancher le rétro en moins de 5 minutes, il va être stressé. Donc Marie a tout à fait raison. Je pense que quand c'est possible, d'avoir une personne qui est free, quoi, qui est dont le seul job c'est de régler d'éventuels problèmes, c'est bien. C'est vraiment. Alors ça, c'est un luxe qu'on peut pas toujours avoir sur l'ensemble des événements, mais quand on peut, c'est vraiment bien. Le seul risque, c'est que si ça se passe bien et qu'il n'y a pas de pétouille, on puisse penser que organiser un événement, c'est simple, que le jour J, on n'a plus rien à faire et qu'on n'a que à serrer des mains et manger des petits fours. Bon, c'est rare que ça se passe comme ça. Écoutez, je suis très 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 admiratif en écoutant vos paroles. Parce que bon, vous avez bien compris, c'est pas du tout ma tasse de thé pour les raisons que vous venez d'évoquer. C'est-à-dire que s'il y a un rétro qui pète 10 minutes avant que le président ou je ne sais qui ou qu'est-ce doivent parler, moi je deviens complètement cinglé. Et j'ai envie de tout défoncer. Donc je ne suis pas l'homme de la situation et je suis donc de ce fait très admiratif de votre management des emmerdes. Parce que moi, je serais bien incapable de gérer ça. Non pas que je me noie dans un verre d'eau, mais là, sincèrement, je suis ultra admiratif, donc je vous félicite. J'ai une question qui me vient à l'esprit. On reviendra sur les ennuis si vous le voulez bien, parce que j'aimerais bien que vous nous donniez quelques petites anecdotes. Marie, tu en as donné une, mais si David, tu pouvais nous donner quelques anecdotes positives et négatives, ce serait sympathique, histoire qu'on puisse rigoler et détendre un peu l'atmosphère. Mais bon, vous savez que le Covid va diablement fêter ses 5 ans dans quelques semaines, ses 4 ans, pardon, dans quelques semaines, et que l'événementiel a été extrêmement touché, évidemment, par ce virus. Il y a eu, allez, on va dire, un côté très digital, une digitalisation des événements. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Allez, on commence par toi, Marie, honneur aux dames. Alors, la digitalisation des événements, je pense que c'est très réducteur par rapport à l'événementiel qui par nature est un mode de mise en relation, j'ai envie de dire physique, des personnes. Donc le digital ne répond pas à l'ensemble du cahier des charges de l'événementiel. Maintenant, voilà, le Covid a fait que ces rencontres physiques n'étaient plus possibles et le digital a permis de pallier quelque part cette absence de lien. Moi, ce que j'en retire finalement, c'est plutôt le côté
accélérateur de développement de compétences et d'accélérateur technologique qui a permis de créer des nouveaux formats. Maintenant, je pense pas, enfin, je sais pas si c'est la suite de ta question, mais j'en parle quand même, que le digital pourra remplacer l'événementiel en présentiel. Mais qui a peut-être une complémentarité à trouver et qui se trouve là, justement, depuis ces 3-4 dernières années, une complémentarité entre le digital et le présentiel. Certains événements qui, finalement, peuvent toucher beaucoup plus de monde parce qu'ils sont digitaux. Je pense à des matinales qui se font sur Zoom, Teams et compagnie, d'associations nationales dans notre domaine et qui permettent de toucher plus de monde parce que justement on ne se déplace pas, mais ça remplace pas, enfin ça peut pas remplacer la rencontre in real life. C'est beau. David, qu'en penses-tu? Écoute, on est dans le décodeur de la communication. Donc, je vais te faire d'abord une réponse très théorique que je vais lire sur Google. La communication événementielle, c'est une technique de com articulée autour d'un événement classique ou insolite à destination d'un public cible. L'objectif est de capter son attention dans une finalité promotionnelle par une mise en scène à laquelle il est convié. Cette définition, elle est pas mal. Je l'avais pas regardée avant, j'avoue. Ça fonctionne pour un événement digital, en fait. C'est un événement classique ou insolite où tu as invité des gens pour promouvoir quelque chose, pour marquer le coup, on va dire. Donc, ça fonctionne. Ça fonctionne aussi parce que, j'ai dit tout à l'heure, un événement, c'est une expérience. Et un événement, c'est comme une pièce de théâtre. Il y a un peu une unité de lieu, de temps et d'action. Donc, tu rassembles des gens au même endroit en même temps. Ça fonctionne moins bien parce que tu n'as pas tout ce côté humain, évidemment. Donc, ça ne remplacera pas, mais ça ouvre des perspectives et des opportunités que tu pourrais pas avoir, et on va être bassement matérialiste. Un événement digital, peu importe sa portée, ça coûte moins cher qu'un événement physique. C'est-à-dire, si tu veux toucher 10 000 personnes en même temps, en physique, ça va te coûter beaucoup, beaucoup plus cher qu'en digital. Donc ça, c'est une corde en plus, on va dire. Pour nous, les communicants, c'est un outil en plus. Ouais. Ça veut pas dire que j'aurais envie de faire que des événements digitaux, parce que pour le coup, un événement digital, il y a beaucoup moins ce côté social et ce côté adrénaline qui est un peu moins présent quand même. Moi, je trouve que ça perd très fortement de sa force, justement, et que c'est évidemment une expérience qui peut être fort sympathique. Il y a pas à dire, tu le disais très justement, Marie, si on a 10 000 personnes à rassembler et que c'est par exemple, on va dire les vœux du maire ou je ne sais quoi ou qu'est-ce, bon, si on n'a pas à se déplacer, c'est l'occasion peut-être d'assister à quelque chose où on ne se serait pas déplacé. Ok, très bien. David, tu viens de le dire aussi également, l'événement et la définition de Google est très intéressante, c'est que c'est un point, on va dire, une sorte d'organisation à l'instant T, et je trouve que ça perd de sa force en digital, mais comme vous le dites très justement, c'est aussi une manière parfois de pallier aux ennuis, comme avec le Covid il y a quelques années, et puis c'est aussi peut-être l'occasion de viraliser un peu la chose, et justement, on a parlé de la préparation d'un événement, on a parlé du pendant l'événement. Alors, on n'est pas rentré trop dans les détails parce qu'un événement de com interne avec 50 personnes n'est évidemment pas le grand séminaire d'une entreprise ou les vœux du maire ou je ne sais quoi ou qu'est-ce, ou un événement sportif au Stade de France comme j'ai pu le faire et les co-organiser. Mais justement, l'après-événement. Tu parlais de la communication, Marie, et David, tu acquiesçais. Qu'est-ce qu'on en fait après cet événement? Parce que l'expérience, elle est là, mais à l'instant T. Mais à l'instant T plus 1, comment on essaie de faire vivre ou perdurer cet événement? Et d'ailleurs, est-ce que c'est possible? Tiens, David, je te laisse commencer. Alors, est-ce que tu m'autorises un tout petit retour en arrière avant? Parce que ce que tu as dit m'a fait penser à quelque chose par rapport aux événements digitaux. En fait, un événement, c'est une expérience. Et quand l'événement est bien fait, c'est une expérience collective. Tout le monde vit un truc ensemble. Mais en fait, un événement, c'est aussi une expérience individuelle. Chacun va faire un parcours différent. Tu vois, le mec va aller au bar à tel moment. Ça, tu peux pas l'anticiper. Tu dis, OK, il y a un moment où le bar est ouvert, mais les gens, ils vont comme ils veulent. Et c'est ça qui manque un peu dans l'événement digital. Peut-être, c'est ce côté expérience individuelle. C'est-à-dire, tout le monde va plus ou moins vivre la même chose.
Et donc, t'as pas ce côté très sympa où, ouais, t'as été à un événement, ton pote aussi, mais en fait, vous avez pas vu tout à fait la même chose, même si c'était le même événement. C'est ça, je pense, peut-être la petite différence entre les événements digitaux et les événements physiques. Et donc, pour répondre à ta question sur la communication autour de l'événement, comment tu fais vivre ton événement, c'est ça? Alors, comment tu le fais vivre, mais surtout, alors ça, c'est le contenu pendant l'événement, donc ça, c'est très varié, c'est très divers et varié. Mais comment tu le fais vivre? Comment tu prolonges l'expérience, c'est ça? Exactement. Alors, c'est pas si évident comme question. La première chose, c'est que c'est ce qui va t'aider à prolonger l'expérience, c'est les gens qui ont participé. On va refaire le podcast qu'on avait fait tous les deux avec Marie et avec toi, mais les participants sont des ambassadeurs de ça. Donc, si ton événement est réussi, les gens vont en parler, les gens vont pouvoir communiquer autour de cet événement. Et ça va avoir créé quelque chose chez les gens. Ça, c'est la réponse facile. Après, la réponse plus difficile, c'est comment toi, en tant que communicant, tu fais pour capitaliser là-dessus. Franchement, là, tu vois, je vais faire un joker. Je vais dire, et toi, Marie, qu'en penses-tu? On l'avait évoqué sur le précédent podcast, le fait de bien connaître sa cible et ceux pour qui on organise les choses, ça donne vraiment un gros atout justement pour cette partie post-événementielle. C'est-à-dire qu'à un moment, quand on sait qui a été là ou qui n'a pas été là mais aurait voulu être là, ça permet aussi de savoir qu'est-ce qu'on va leur distiller comme autre info à la suite de ça. Je pense en communication interne, par exemple. Nous, on fait systématiquement un retour sur l'événement. La rubrique s'appelle « Comme si on y était » pour justement les personnes qui n'y étaient pas pour voir ce qu'ils ont entre guillemets loupé. Ça permet aussi de diffuser, par exemple, les présentations ou les supports qui ont été présentés à ce moment-là. Ça permet aussi de recueillir la parole des agents. Pourquoi ils sont venus? Qu'est-ce qu'ils ont trouvé d'intéressant dans cet événement, etc. Donc, de pouvoir en reparler derrière. Et puis, sur les événementiels récurrents, on peut aussi se servir complètement de cette matière de l'année N-1 pour monter la communication de l'année suivante. Donc, le fait de bien connaître qui est venu et qui n'est pas venu permet finalement de pouvoir continuer de faire vivre l'événement au-delà de Au-delà du jour J. Évidemment. David, est-ce que cette excellente réponse de Marie te convient? Elle me convient. C'est pour ça que je vais lancer la balle. Je savais qu'elle ferait une volée gagnante, quoi. Bravo, c'est une très belle passe décisive. Bravo Marie, tu es une véritable championne. Vous le savez, je le disais en introduction, les jeunes adorent l'événementiel. Alors, est-ce que ça leur rappelle les soirées organisées quand on est étudiant ou avec des potes? Je ne sais pas, mais quel conseil vous donneriez à des jeunes qui veulent travailler dans la communication événementielle? On va commencer avec toi, Marie, qui fait aussi bien des événements internes que externes. Moi, je corrobore ce que tu dis dans les étudiants que je reçois ou qui postulent sur les annonces que je propose. Ils ont souvent en tête festival de musique ou événementiel sportif. Donc clairement, il n'y a pas que ça. Maintenant, je peux comprendre qu'ils soient pas de prime abord branchés sur les événements protocolaires et autres inaugurations très institutionnelles. L'événementiel, ça permet vraiment de toucher à tout. Alors, j'avais déjà fait cette réponse sur la communication interne. Tu vas dire que c'est facile, mais pour le coup, je le crois vraiment. Dans l'événementiel, ce qu'on disait au départ, il va y avoir de la partie logistique, il va y avoir une partie protocolaire, il va y avoir une partie communication. On va faire de la communication digitale, on va faire de la communication print. Donc, ça permet finalement de toucher à tout et ça permet d'organiser finalement ses compétences autrement que en communication print, enfin la chaîne graphique, les chartes et compagnie ou les calendriers éditoriaux. Ça permet de brosser large en fait sur le panel du communicant. Donc en ça, un jeune qui voudrait faire de l'événementiel ou de la communication interne, je lui dis banco. David, quels seraient tes conseils, ou plutôt quels sont tes conseils? Le premier, c'est d'essayer, parce que on peut avoir effectivement une fausse représentation, une représentation partielle de ce que c'est. Il y a un truc qu'on n'évoque pas parce que Marie et moi, de par notre profil, on fait pas que ça, mais en fait, pour quelqu'un qui ferait que de l'événementiel,
une agence d'événementiel, par exemple, c'est assez crevant quand même, hein, parce que les jours qui précèdent un événement, c'est des jours qui sont très intenses. Le jour de l'événement est un jour qui est très intense. Et le lendemain, ça va, mais ensuite, tu repars sur un autre événement. Donc, faut tester pour voir déjà si c'est un rythme et un fonctionnement qui te convient. Et la deuxième chose, et quand je dis tester, bah ouais, donc tu peux tester en faisant un stage, mais tu peux, voilà, en fait, pour les événements sportifs, les événements musicaux, par exemple, c'est assez simple, hein. Y a plein de jeunes qui font ça. Tu fais hôte ou hôtesse d'accueil, t'es au vestiaire, machin. Déjà, t'es dans une première vibe événementielle et tu vois ce que ça fait d'être un maillon parmi la chaîne d'un événement. Et la deuxième chose, il faut, le conseil pragmatique, il faut voir ça comme un job, quoi. C'est-à-dire, c'est ton job. Si ton objectif c'est de monter les marches à Cannes, t'organises pas des événements. Enfin, tu as envie de monter les marches. Le mec qui organise la montée des marches à Cannes, je pense qu'il passe pas une bonne soirée. Jamais. Parce que, voilà, pour le coup, il y a beaucoup d'aléatoires, beaucoup de trucs qui peuvent se compliquer. Donc lui, il passe pas une bonne soirée. Donc si, quand tu imagines un événement, tu te dis, waouh, ça doit être trop cool, génial. Voilà, faut peut-être réfléchir un petit peu parce que bosser dans l'événementiel, ce n'est pas participer à un événement, être invité à un événement. C'est inviter plein de gens à ton événement pour que les gens kiffent. Mais toi, tu n'es pas spectateur. Donc tu vis pas les paillettes, elles sont pas pour toi, elles sont pour les autres. Oui, tu veux dire que tu n'es pas acteur, peut-être, plutôt. Oui, pardon, oui, tu n'es pas acteur, tu n'es pas partie prenante vraiment. Tu fais pour les autres. Donc si ton objectif c'est juste de te faire plaisir, bah essaye de faire en sorte d'être invité à des événements plutôt que de les organiser. Marie, est-ce que l'événementiel, ce n'est pas finalement un don de soi, comme vient de le dire très justement David? Oui, on fait vraiment pour les autres. Je pense aussi que c'est révélateur de qui on est et de notre manière d'être, même dans la vie. Enfin, je pense pas qu'on vienne à l'événementiel par hasard. C'est un état d'esprit, c'est des compétences qu'on a envie de mettre à disposition des autres pour que les autres profitent, passent une bonne soirée, s'amusent, ou d'autres types d'événements, hein, peut-être plus sérieux ou moins fun, mais oui, on fait pour les autres, en effet. Qu'est-ce qui vous fait kiffer justement dans l'événementiel? On va commencer par toi, David. Parce que quand je vous ai posé la question, quand on a fait ce super épisode sur la com interne, je vous disais un autre sujet qui vous plairait. Vous avez répondu tous les deux sans vous concerter que c'était l'événementiel. Mais David, c'est quoi le kiff de l'événementiel pour toi? C'est quoi qui te fait kiffer dans cette discipline de la com? Je vais reprendre un truc que peut-être Marie avait dit la dernière fois. Ce qui est très intéressant dans les événements, c'est que tu construis, prépares, participes à un truc que tu vas voir concrètement se dérouler sous tes yeux. Tu as la matérialisation de ton travail, en plus quasi en temps réel. C'est très rare de faire un événement, d'organiser et de pas être là. Donc en fait, tu vois ce que tu as délivré. Part du principe que ton événement s'est bien passé, tu le vois, t'es là et tu assistes au truc en te disant good job. Voilà, j'ai pas fait tout ça pour rien. C'est pas forcément le cas dans tous les autres sujets de communication. La communication événementielle, le livrable, c'est l'événement. Donc tu vois se matérialiser un truc qui, bon, selon l'ampleur de l'événement, est plus ou moins gros. Quand c'est un gros événement, bah tu vois le truc et tu peux que être content, voilà, ce truc d'adrénaline, de dire bon bah waouh, ça y est, c'est fait. Il y a encore quelques trucs à gérer en général après l'événement, mais tu as vu, tu as construit et tu vois sous tes yeux se dérouler ce que tu as construit. C'est quand même top. Moi, ce que j'apprécie, c'est vraiment le fait de travailler avec beaucoup de personnes et notamment des personnes qui ne sont pas forcément communicants ou ne sont pas des professionnels de l'événementiel. Et finalement, de rassembler ces personnes qui, peut-être à un moment, peuvent se dire pourquoi on me demande à moi d'intervenir sur ce gros machin, les vœux ou une inauguration. Enfin, là, on est capitale française de la culture au niveau du pays de Montbéliard pour 2024.
c'est un formidable terrain de jeu pour ce qui est de l'événementiel. Et on rassemble beaucoup de personnes autour de cette thématique-là. Et c'est de voir finalement dans les yeux de ces personnes-là qui sont pas des professionnels de la com, qu'à un moment, voilà, ils ont contribué, ils ont eu leur place sur cet événement, ils y ont contribué, et que aussi grâce à eux et à plein d'autres personnes, ça a été une réussite. Et de discuter après avec ces personnes de un peu de pas cette mise en danger, mais voilà, ils sont sortis de leur zone de confort ou ils sont intervenus sur des choses qui étaient pas habituelles pour elles. Et ça, je trouve que c'est vraiment peut-être ce qui me plaît le plus dans l'organisation de l'événement, parce que ça touche vraiment à l'humain et aux personnes qui ont œuvré à la réussite de l'événement. J'ai une dernière question pour vous et croyez-moi, elle est difficile. Quels sont vos souvenirs d'événements, le meilleur et le pire? Qui veut commencer? C'est Marie, je crois, qui veut commencer. C'est vache. Eh ben, j'ai plein de souvenirs. Alors après, j'ai pas forcément de choses waouh. Enfin, quand j'évoquais tout à l'heure l'histoire du rétroproche et des gilets jaunes qui allaient débarquer à la cérémonie de vœux, en termes de sueur froide, je pense que c'est déjà assez sur le top, le top sur le podium de ce que j'ai vécu de compliqué. Et finalement, j'y pense avec le sourire maintenant, donc c'est que je l'ai plutôt bien digéré. Après, des bons souvenirs, il y en a plein en fait. Il y a presque que ça. La satisfaction des personnes qui sont présentes, les remerciements à la fin ou des rencontres qui se sont faites. Enfin, c'est tout ça qui fait que c'est bien. David, tu ne couperas pas à cette dure question. Le meilleur et le pire en événementiel pour toi? Le meilleur souvenir, écoute, je vais aller dans la simplicité, mais là, on a organisé un très gros événement interne il y a quelques mois, dans un planning assez serré. C'est-à-dire que je pense qu'avec quelques mois de plus, ça aurait pas été... Enfin, ça aurait peut-être pas été mieux, hein, d'ailleurs, mais je veux dire, quelques mois de plus, ça aurait été bien pour organiser le truc. Donc, pour revenir à ce que tu disais au début, oui, il y avait un peu de pression. C'est bien passé. Et pour revenir à ce que disait Marie, qui est quand même très important, c'est un événement sur lequel on a associé beaucoup de gens dans la préparation, beaucoup de gens de l'entreprise. Et du coup, bon souvenir, parce que même si on n'a pas matérialisé le fait qu'il y avait une équipe projet de peut-être 80, 100 personnes, du coup, voilà, le jour J, chacun a tenu sa place, chacun a vécu une journée particulière. Et moi aussi, au final, même si j'ai vécu ma journée différemment, j'ai vécu un truc particulier parce que c'était probablement le plus gros événement sur lequel j'étais moi tout seul chef de projet. Donc ça, c'est le meilleur. Et le pire, j'ai pas trop de... Allez, tu sais quoi? Une anecdote semi-drôle. En plus, c'est vraiment quand j'étais étudiant encore. Je vais essayer d'être vague, mais je bossais dans une structure qui accueillait des entreprises pour des événements d'entreprise, type arbre de Noël, tout ça, fin d'année, les vœux, des trucs comme ça. Et je me suis retrouvé face à un mec qui avait beaucoup bu et qui était en train de fumer sa clope dans un espace fermé dans lequel c'était interdit de fumer. Et dans un élan de professionnalisme, j'ai essayé de faire en sorte qu'il éteigne sa clope. Et il a très mal pris et il a essayé de me mettre une droite, quoi. Voilà. Et donc j'étais en stage, hein, donc j'étais assez jeune et le gars c'était une boîte de BTP, donc le gars lui il était costaud, hein. C'est-à-dire que il avait un peu bu, donc j'ai réussi à éviter. Après j'ai vraiment eu un peu peur, on va pas se mentir. Et depuis ce jour-là, systématiquement sur les événements, il y avait une présence d'agents de sécurité plus importante pour pallier à ça, parce que effectivement dans certains événements c'est un peu festif et voilà un truc que tu peux anticiper plus ou moins, mais le public de l'événement peut être aussi un problème à gérer. Voilà. Donc tu vois, j'ai retrouvé une anecdote, au moins j'ai rempli le deal, j'ai répondu aux deux.
Eh ben, écoute, je vous félicite tous les deux et surtout je vous remercie parce qu'on va se quitter là-dessus. Alors pas sur ces anecdotes négatives, c'est vrai que soit des gilets jaunes, soit le rétroprojecteur ou une mandale qu'on essaie de te mettre dans la tête parce qu'on est en train de fumer et un peu bourré, forcément ça fait toujours très très peur, surtout quand on est en début de carrière. Mais ce que je retiens, et moi qui ne suis pas nécessairement fan d'événementiel, eh bien vous m'avez convaincu que c'est un magnifique métier. Sincèrement, je vous dis merci et encore une fois, bravo, parce que je pense qu'il y a plein de gens qui se posent des questions éventuellement sur l'événementiel, d'autres qui sont totalement et qui seront, confortés par ce que vous avez dit, parce que l'événementiel finalement, c'est un métier d'adrénaline, au bon sens du terme. C'est un métier où on a, je l'espère, un retour immédiat ou quasi immédiat, qu'il soit d'ailleurs positif ou négatif. Et puis c'est un métier où on crée des expériences et on crée des souvenirs humains et on se souvient toujours des super expériences qu'on a eues, et même si elles sont très nombreuses comme vous. Donc je vous dis bravo, merci à toi Marie, c'était génial, et merci à toi David, c'était génial même si tu as réchappé à la mort, bravo. Merci à toi Laurent, puis merci à Marie évidemment aussi. Merci à vous deux, oui. Alors, chères auditrices, chers auditeurs, vous venez d'entendre deux épées de l'événementiel, des gens formidables. Ils sont jeunes, ils sont beaux, ils sont intelligents, ils maîtrisent la communication comme pas deux et font aussi des événementiels, vous voyez, j'en perds mon latin, de tueurs en série. Alors, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Vous vous abonnez au podcast Décodeur de la communication. On est bien d'accord, Marie et David et Marie, que c'est le meilleur podcast du monde sur la com. On est bien d'accord ? On est bien d'accord. Magnifique. Bon, ça m'a coûté relativement cher à vous deux, 250 € chacun. Vous l'avez vu, je ne recule devant aucun sacrifice. Merci à vous encore une fois. Au-delà de la blague, vous mettez 5 étoiles sur Apple, 5 étoiles sur Spotify, vous laissez un joli commentaire. Et puis, Marie, David et Marie, vous revenez quand vous voulez, parce que très sincèrement, c'est notre deuxième podcast ensemble. C'est une triplette, non pas de Belleville, mais plutôt de Paris 17e pour moi, de Montbéliard pour toi, Marie, et de Lyon pour toi, David. Et sincèrement, cette triplette, je trouve qu'elle fonctionne magnifiquement bien. Le seul regret que j'ai, c'est que nous ne soyons pas face à face. Nous aurions eu un meilleur son et surtout, on aurait pu beaucoup plus rigoler et aller boire un coup, sans te foutre de mandale, David, je te rassure. J'espère. Et puis manger des glaces, non ? Mon Dieu, tout est dit. Bon, en tout cas, si vous avez envie de revenir, les amis, vous êtes évidemment les bienvenus et je vous remercie encore une fois. Marie, tu étais au top comme à l'habitude et David, tu as été au top comme à l'habitude. Merci encore. Vous avez dépoussiéré l'événementiel et je pense que vous allez créer pas mal de vocations chez nos amis jeunes et moins jeunes. Merci à vous. Merci Laurent. Merci Laurent, merci David. Ciao, ciao.